aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre Martinez, professeur émérite à l'Université Paris 8 Saint-Denis, sociolinguiste, didacticien, spécialiste en politique linguistique et en ingénierie éducative. On n'est pas obligé de faire l'histoire de la didactique, mais moi je voudrais souligner quelque chose. J'ai commencé il y a 30 ans, non, un peu moins, 96, première édition de Ce que sais-je. Et évidemment, dans un que sais-je, on schématise, on simplifie. Il y avait, Mariella, tu vois, en gros, l'historique. Mais évidemment, la dernière section se veut un peu prospective. Et ce qui se dessinait à cette époque-là, c'était qu'un des facteurs qui domine un champ scientifique va prendre le dessus sur les autres, et celui-là, c'était la géopolitique, la politique des langues, notamment avec l'Europe. C'était vraiment l'époque du CECR, etc., aux alentours de 2000. Mais on peut prendre d'autres exemples. Ainsi, la Chine a développé les instituts Confucius d'une manière incroyablement dynamique. C'est de l'action politique. Il y a des jeux de sphères d'influence. Donc, on ne sentait pas encore qu'un autre facteur allait prendre le dessus. Je voudrais dire qu'il y en a eu deux autres avant, et je le dirai probablement à d'autres moments. Il y a d'abord eu la philologie et la linguistique, bien sûr. Et puis, il y a eu les sciences humaines et sociales, avec l'approche communicative, bon voilà. Il y avait, à mon sens, ce troisième facteur, cette zone factorielle, tout ce qui est de l'ordre du géopolitique et de la politique des langues, qui prenait le dessus. Et puis, arrive, ça je ne pouvais pas le pressentir, mais dans la 6e ou 7e édition du Que sais-je, je commence à sentir que ça bouge. J'écris en 2018 un bouquin où vraiment toute la dernière partie est consacrée à ça. Je dis ça ne va pas durer. Moi j'ai lu quand même, et beaucoup de gens l'ont fait, un peu ce qui se passe aux États-Unis, Adaptive Learning, Mandel et Les Gold. C'est pas très jeune, hein, c'est les années 90. Et ça va bouger. Et puis après, on arrive à une période où il y a un fort développement d'Internet, des outils numériques. On commence à nous rebattre les oreilles du numérique à l'école, et pratiquement c'est pas toujours le cas. Et puis, le basculement, après le bouquin de 2018 que je fais, comme par hasard, c'est en 2020, le Covid. Alors arrive le distanciel, arrivent les assistants personnels, etc., enfin schématiquement. Et maintenant on en est là. Donc en 2025, le dernier bouquin que je sors, c'est plus que ça, c'est une espèce de prise de recul par rapport à l'outil, au dispositif au pluriel, les dispositifs. Ça veut dire comment on va faire maintenant, par exemple, je ne peux pas traiter toute la question, mais à l'université. Qu'est-ce qui va se passer? Je connais mieux l'université que le primaire, ce serait prétentieux, ça aurait été prétentieux de parler du primaire. Le résultat des cours, c'est que je vois bien sûr les obstacles, les difficultés, et puis surtout les problèmes qui se posent. Ils sont de deux ordres à mon avis. Il va y avoir la fracture numérique, alors à la fois dans une société entre classes riches et classes pauvres, et entre pays globalement du Sud, mais c'est schématique, et globalement du Nord. Ça, c'est le problème. Puis la deuxième zone de problème, c'est bien sûr le problème éthique. La question des données personnelles, et ça, je suis en plein dedans. Ce que j'ai raconté en 2018, ça commence, et je le remontrerai dans la conférence ici, ça commence par la petite Darwinia entre au collège, reconnaissance faciale, elle est immédiatement montrée comme présente, donc ses parents sont rassurés, l'administration est rassurée, on voit le côté positif. Mais d'un autre côté, ça y est, on commence à accumuler des données sur Darwinia. Est-ce qu'elle arrive toujours en retard? Etc., etc. Et tout ça va pouvoir intervenir dans l'optimisation, entre guillemets, des apprentissages. Donc j'en suis là. L'intégration à l'université, on le sait, pose ce type de problème. C'est-à-dire les thèses et les résumés, les synthèses qui sont faites par ChatGPT, etc. On en est là. Je remets
remercie Pierre Martinez de cette belle introduction. Je vais quand même le présenter brièvement. Voilà, donc Pierre est professeur émérite à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Il est de formation, enfin, je dirais, il est sociolinguiste et didacticien. Et ça, c'est pour moi, pour tout le monde, est quelque chose qui est complémentaire. Et il est spécialiste aussi de tout ce qui est question d'ingénierie éducative, des politiques linguistiques que tu viens d'évoquer. Il a beaucoup voyagé. Il vous dira peut-être lui-même les pays qu'il a pu visiter, mais toujours pour, disons, pour apporter sa connaissance. Il est auteur de beaucoup d'ouvrages. Alors, moi, j'en ai pris quelques-uns. Justement, le livre que Pierre a cité, qui est à sa 10e édition, et je pense que c'est le livre le plus connu de nos étudiants de master. Celui-là. Ensuite, il y a d'autres livres, mais je les ai pris au hasard, hein, parce que sinon ça aurait été toute la bibliothèque, pour montrer justement comment elle s'est occupée des pratiques innovantes, le plurilinguisme et aussi le français langue seconde. Et puis, il a publié récemment donc, les 2 livres que tu viens de citer, mais je vais poser une question à Pierre dans les détails. Ce que je voulais aussi rappeler, peut-être c'est important de dire, parce que ça fait partie aussi de toute ta carrière, le fait que tu as été coordonnateur général du réseau sociolinguistique de l'Agence universitaire de la francophonie, donc de l'AUF, de 2007 à 2010, que tu as été à l'université de Séoul 3 ans, de 2010 à 2013, comme professeur titulaire de la chaire didactique des langues. Tu es allé aussi à l'université de Djibouti où vous avez refait, en fait, tu as beaucoup participé aux formations, aux maquettes à l'université. Tu me dis si je me trompe, de 2002 à 2005. Et en fait, pour la petite histoire, Pierre et moi, on s'est connus à l'université Paris 3, au sein du LILTEC, l'équipe d'accueil pour un projet qui s'appelait Plurifless. Oui. Je ne sais même plus quelle année c'était, mais ça fait loin. Hein. Donc je ne sais pas, Pierre, si tu veux ajouter quelque chose dans ta biographie, après je vais te poser 3 questions. Ça serait prétentieux et puis c'est pas forcément nécessaire, mais je voudrais souligner que je crois beaucoup à la complémentarité des activités. Et franchement, pour moi, la vie universitaire, ça consiste pas à animer des séminaires de master pendant 30 ans, quoi. Et quand j'ai commencé, c'était en Guadeloupe, à faire de la formation de professeur dans ce qui ne s'appelait même pas encore un IUFM, une école normale, et que je faisais ma thèse sur l'île de Saint-Martin, j'étais déjà plongé dans un milieu où il y a une co-créativité. Des praticiens du terrain qui m'apprenaient beaucoup de choses. J'allais dans des écoles à Saint-Martin où je découvrais d'une manière merveilleuse et complètement concrète l'immigration haïtienne qu'il fallait scolariser, etc., etc. Et ça, c'est nécessaire. La recherche, je la crois indissociable de cette activité-là. Alors, bien sûr, on n'a pas toujours la chance que j'ai eue, en effet, par exemple, à Djibouti, de contribuer à l'autonomisation d'une université. Ça, c'est un travail très compliqué, parce que ça consiste à venir dire le système est mauvais, il est ancillaire, il est subordonné aux universités françaises. Djibouti, qui a formé des docteurs, 8 docteurs je crois à l'époque, peut très bien se débrouiller toute seule. Ça, évidemment, ce n'est pas une manière de se faire des amis du côté des gens qui vivent dans le système. Voilà, alors je crois être quelqu'un peut-être de bienveillant, je ne cherche pas la bagarre, mais là, il y a des combats qu'il faut mener. Hein, et ça, quand on nous parle d'opposition nord-sud, etc., moi je dis, résolvons les problèmes sur le terrain. Comme complètement. Question. Alors, la première question, justement, c'était sur ton dernier livre. Donc, tu as publié en 2024 cet ouvrage qui s'appelle « Intégrer l'intelligence artificielle à l'université ». Et pour moi, enfin après aussi tu me dis si j'ai tort, mais c'est mon interprétation, mais on l'a déjà dit, en fait il se positionne comme la suite, je ne dis pas logique, mais je dis juste la suite, pour les événements que tu as évoqués, du livre qui a été publié donc, en 2018, Un regard sur l'enseignement des langues, des sciences
du langage aux nanotechnologies, NBIC, je ne sais même pas comment on le prononce. Absolument. NBIC. Ok, très bien. Et donc, encore une fois, je dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tu as dit, il y avait le Covid, mais est-ce qu'il y avait juste le Covid ou il y a d'autres choses qui sont passées? Bien sûr que non. Bien sûr que non, et ça n'est pas fini. Ce que j'essaie de dire, je remercie par exemple Laurent Gageot qui a fait la préface de ce livre. Ce que je passe mon temps à dire, c'est qu'il faut lever le nez du guidon. Il faut essayer d'avoir un regard beaucoup plus systémique, beaucoup plus large sur ces questions-là. Les choses ne se décident pas là où nous croyons les décider. Elles se décident chez les acteurs, et on sait qu'ils sont nombreux. Alors on passe son temps à parler d'acteurs sociaux, et il faudrait aussi leur donner toute leur place. Je suis venu en taxi ici, et j'ai eu le plaisir de discuter avec le chauffeur de taxi de sa petite sœur. Sa petite sœur, elle fait des études, et il me disait, je suis catastrophé, chauffeur de taxi. Je suis catastrophé parce que maintenant, quand je lui pose une question, elle demande à ChatGPT immédiatement de répondre, et elle ne sait pas répondre. J'ai vérifié, elle ne sait pas répondre. Qu'est-ce que je peux faire? Il me demande à moi, à moi, dans le taxi. Comment puis-je la faire réfléchir? Oui, c'est ça. Donc, on en est là. La vision qu'il faut avoir de ces questions est systémique. Il faut regarder ce qui va se passer. Il va y avoir des retardateurs, il va y avoir des questions éthiques, certes, il va y avoir des régulations, et maintenant le débat va être entre régulation et action. Et il y a fort à parier que les acteurs actifs vont l'emporter sur les acteurs régulateurs. Ça, je le crains beaucoup. Je ne vois pas très bien comment on peut empêcher la petite sœur de mon chauffeur de taxi de fonctionner comme elle fonctionne. Ça, c'est un problème. Externalisation des compétences, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, quand même, regarder dans l'institution comment les choses se passent. Examiner ce qu'est... Là, c'est très contextuel, et je sais à qui je parle. C'est très contextuel. L'université française n'est plus l'université humboldtienne, qui se préoccupe uniquement de culture, etc. Elle est largement managériale, bureaucratisée, internationalisée. Je ne jette pas l'opprobre sur ces trois termes, mais je demande qu'ils soient regardés de près. Managérial, ça veut dire rentabilité, fonctionnalité. D'accord? Ça, c'est quand même un vrai problème. Bureaucratisé, c'est un vrai problème aussi. On a des doublons, on le sait, terribles dans la structure de notre université, sur la prise de décision. L'autonomisation de 2007 a-t-elle joué bien ou mal? C'est une question que je laisserai aux syndicats, aux acteurs politiques et citoyens. Et puis sur le troisième terme, l'internationalisation a des avantages, certes, mais aussi, on le voit bien, entraîne une uniformisation des modes de pensée, des structures et des individus. C'est-à-dire on pense de manière globale et sans aller vers la glocalisation. On pense de manière globale. La diversité des publics, en fait, va se résumer à un facteur prédominant qui est celui de l'utilisation d'une langue. Là, nous parlons de langues étrangères, de langues, et qui évidemment va être le Global English. Ça, c'est absolument catastrophique. Donc, je ne suis pas très optimiste là-dessus, mais justement, l'hypothèse de travail, c'est ça. C'est regarder la situation. Nous ne sommes plus dans le modèle culturel de l'université qui se distinguait, il faut le rappeler, des écoles d'ingénieurs. Il y avait l'université et les écoles d'ingénieurs, depuis Bologne 1262 ou quelque chose comme ça, et jusqu'au 19e siècle, et on n'en est plus là. Voilà la situation. Ok, et donc on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas prêt de s'arrêter parce que ça va continuer. Donc il y aura l'internationalisation, la globalisation, le global English et l'intelligence artificielle. Toujours à propos de l'intelligence artificielle, notre dernier Premier ministre, lors de son discours, il a parlé d'intelligence artificielle, il a dit plutôt intelligence ou plutôt artificielle. Et en fait, dans un article, dans un quotidien italien, ils ont parlé, pas d'intelligence, mais de déficience. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est les trois à la fois?
ce que j'en pense n'est pas très important, mais pour situer ce que tu dis, déficience, effectivement, il y a un débat d'idées depuis plusieurs années sur humanité augmentée, humanité diminuée. Eric Sadin a écrit au moins 2 bouquins là-dessus, c'est un de ses leitmotifs. Effectivement, il y a une externalisation des compétences, de même que le jour où on n'a plus appris le calcul mental, effectivement, on a utilisé la calculette et tout se passe très bien, mais on ne sait plus calculer. Moi, je me pose des questions vraiment fondamentales sur la place qu'on va, et c'est un peu notre responsabilité, qu'on va donner aux langues étrangères dans les systèmes éducatifs. Parce que ce qui avait été le fondement au XXe siècle, ça avait été la paix par les langues, et on a dit ça après 1945. Moi j'ai appris quand j'étais petit l'allemand première langue dans une région de l'Est de la France qui avait été vraiment victime du nazisme. En toute bonne foi, nous aimions l'allemand. Je ne sais pas pourquoi les jeunes de maintenant vont aimer telle ou telle langue. Il va falloir qu'on essaie de mieux l'analyser et puis de promouvoir ce multilinguisme, là aussi dont on nous a beaucoup parlé, mais qui ne se vérifie pas dans les statistiques. Hein, il y a des départements qui ferment. Là, les dernières nouvelles que j'ai, par exemple, d'un pays avec lequel je travaille, c'est la Chine. Eh bien, en Chine, il y a eu une très forte augmentation du nombre d'apprenants de français, mais depuis la vogue des outils de traduction-interprétation, on se demande si cette vague ne va pas s'effondrer. Vraiment, il faut se poser ces questions-là. Il faut arrêter de poser des faux problèmes, comme est-ce que l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous? Moi, j'aime bien citer le mot d'Einstein, qui dit « deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise de l'homme ». Nous ne sommes pas si compétents que ça. Non. Nous avons besoin de ces machines. Et j'avais aussi, je n'ai pas marqué cette question, mais j'ai envie de te la poser en t'écoutant. C'est vrai qu'on cite beaucoup Edgar Morin et le paradigme de la complexité, mais je pense que même le mot, le sens à donner à complexité a complètement changé depuis. Oui, je ne suis pas expert sur ces questions-là, mais je pense que les choses ont toujours été complexes, simplement on ne mettait pas le nez dedans. Hein. Quand Linné commence à classer les espèces, eh bien, il introduit de la complexité. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut qu'on accepte cette complexité, le pour et le contre. Mais c'est notre responsabilité en partie. Alors, je terminerai sur ce point, moi, c'est que je développe cette question un petit peu dans ce dernier bouquin. Il me semble que nous ne savons pas assez parler, nous ne sommes pas suffisamment présents dans les médias. Les linguistes, spécifiquement, ne sont pas très présents dans les grands médias. Regardez les chroniques du Figaro, etc., sur la langue française, ce pas des linguistes qui font ça. Ils ont fait une licence de linguistique à la rigueur, quoi. C'est un langage. Donc on a aussi un travail là. Je m'inclus évidemment dans cette critique que je fais. La dernière question que je vais te poser concerne justement une notion que tu élabores donc depuis plus ou moins 2018, que tu construis, que tu développes, que tu l'as aussi développé dans le dernier ouvrage. Et c'est une notion à laquelle je tiens particulièrement, c'est justement la didactique réticulaire. Et tu peux nous en dire un peu plus sur la didactique réticulaire? Je vais pas faire un cours, ça va être difficile, c'est très difficile, mais quand même. D'abord, je dirais pas notion, mais je dirais un regard, une manière de voir sur les dispositifs qui nous attendent. Je ne veux pas trop revenir sur l'état de la didactique. Un de nos collègues, Claude Germain, a écrit encore il y a 2 ou 3 ans un bouquin là-dessus, où il posait la question, et nous avons eu un séminaire international sur cette question. Il posait la question, est-ce que la didactique piétine? Est-ce que nous piétinons depuis un certain temps? Moi, je ne dirais pas qu'on piétine, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs,
Moi, je pense que l'éparpillement que Puren avait fait remarquer, ce qu'on appelait l'éclectisme méthodologique, cherche son unité, cherche toujours son unité. Avant de faire l'unité de la didactique comme didactologie façon Galisson, je crois qu'il faut d'abord essayer de voir comment une didactique des langues peut trouver son unité. Alors, moi, ce que j'ai proposé, c'est l'éclairage des technosciences, ce qu'on appelle les NBIC, nanobiotechnologie, informatique et sciences cognitives, dans la foulée de chercheurs américains des années, là aussi des années 2000. Il s'agit d'organiser en réseau une convergence des moyens. Alors ça va passer par différentes étapes. Convergence, c'est le titre d'un article de Rocco et Benbrin, justement. Convergence pour une amélioration, pour un bien-être, leur article. La convergence des moyens, ça va consister d'abord à mobiliser l'ensemble des ressources qui sont dans les NBIC, les sciences cognitives, etc. Essayer de faire se rejoindre ces domaines qui sont trop souvent étudiés séparément. Et là, il y a une méthode, c'est-à-dire une démarche, un processus à suivre. Il faut d'abord revenir à l'apprenant, ça on est bien d'accord, c'est un des acquis des dernières années, des 30 ou 40 dernières années. Revenir à l'apprenant, faire une reconnaissance, je vais être rapide là, en 5 points. Il faut faire une reconnaissance d'abord, c'est-à-dire une exploration de qui il est. Et j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, l'apprenant est-il mobilisé, actif, motivé, capable, ce jour-là est-il malade, etc. Donc, reconnaissance de l'apprentissage, mais de l'apprenant dans l'apprentissage. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, mobilisation des ressources, toutes les ressources. Ça va de la classe inversée au métavers, à l'utilisation de la reconnaissance faciale, au suivi des progrès, des difficultés, des erreurs, des allers-retours. C'est les métadonnées qu'on peut avoir très facilement à l'heure actuelle. On peut suivre un apprentissage comme ça, y compris par l'image. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est possible. Ça, c'est le deuxième point, d'accord ? Ensuite, il faut construire un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage pour aller vers quoi ? On veut quoi au bout ? Professionnalisation, culture, etc. C'est normal, il faut construire un modèle d'apprentissage. Ensuite, il faut suivre le parcours. Et là, il y a un terme anglais que j'aime bien, et qui est terrible d'ailleurs, c'est shadowing, c'est-à-dire suivre comme une ombre. Et c'est un peu la filature policière, je comprends bien que c'est dangereux. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, il est fondamental, c'est que tout ce que je viens de raconter ne détermine pas la finalité. La finalité, elle doit être déterminée par un consensus social, une volonté éducative, une conception de l'humain, et on quitte le technocratique pour en venir à l'humain. Et ça devrait... Alors je rêve, je sais, je joue du violon, mais c'est comme ça qu'il faudrait intégrer les NBIC, nanobiotechnologie informatique. Oui, je l'avais écrit. C'est parfait. Voilà, j'ai fini. Je te remercie beaucoup, Pierre, et merci pour tout.